Qu'il y ait une histoire antisémite longue dans le cursus de l'histoire allemande, c'est vrai, mais penser qu'on a affaire à un peuple fanatiquement antisémite et qui rêve d'extermination depuis Luther, je crois que ça, c'est une vision réductrice de Goldhagen, et je ne la partage pas du tout. Mais on ne peut pas parler d'une massivité de l'antisémitisme allemand, et encore moins d'un peuple qui aurait rêvé d'extermination d'emblée en 1933. Là, le chemin qui mène à l'extermination est un chemin tortueux, semé d'embûches, extrêmement sinueux, qui n'est pas du tout en droite ligne et qui fait qu'il n'y a pas d'inéluctabilité de la Shoah. La Shoah n'aurait pas forcément dû se passer dès 1933. Comme dit Hannah Arendt, c'est un événement qui n'aurait pas dû se produire. Elle veut dire par là non seulement que c'est une césure dans l'histoire humaine, mais elle veut dire par là aussi que c'est quelque chose qui n'était pas forcément inscrit d'emblée en 1933 dans l'arrivée des nazis au pouvoir. Il n'y a aucun déterminisme, il n'y a pas de causalité mécaniste. Et donc la vision massivement exterminatrice du peuple allemand vis-à-vis des Juifs, celle de Goldhagen, à mon avis, est une vision simpliste. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a une radicalisation sur le terrain qui fait qu'en 1939, alors que l'extermination n'est pas à l'ordre du jour, on va progressivement en 2 ans, oui, en moins de 2 ans, jusqu'à l'été-automne 41, arriver à une extermination qui cette fois est à l'ordre du jour. Mais ça n'était pas inscrit dès 1939 et encore moins en 1933. De 1933 à 1939, il n'y a pas de protestation massive contre la persécution des Juifs sur le fond. Mais pourquoi? Puisque vous citez les avocats, les intellectuels, les universitaires, les médecins et autres. Parce que ce sont des professions où les Juifs sont particulièrement nombreux, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de concurrence sociale, de jalousie économique et de ressentiment social qui sont très importants à prendre en compte, sinon on ne comprend pas pourquoi c'est dans ces corps-là professionnels que l'antisémitisme souvent était le plus radical. Je prends l'exemple des médecins. C'est la profession la plus nazifiée d'Allemagne. Et à cela, il y a 2 raisons. La première, qui tient à l'évolution de la médecine allemande et de toute cette conception biopolitique de la vie et de la population qui fait que la médecine allemande se rapproche de plus en plus des thèses de l'hygiène raciale et de l'eugénisme négatif, et donc qui se retrouve dans les programmes éliminationnistes des nazis, qui veulent mettre fin, comme on dit, aux vies indignes d'être vécues, c'est-à-dire aux malades mentaux, aux handicapés et aux autres. Mais vous avez une deuxième raison, c'est que la médecine est très largement pénétrée par la société juive, c'est-à-dire qu'un grand nombre de médecins sont juifs, autant en Autriche qu'en Allemagne, et que la concurrence est rude. C'est ce qui vous explique une deuxième chose, pourquoi les associations d'étudiants en Allemagne, dans les années 20, sont parmi les organisations sociales les plus antisémites, les plus violemment antisémites, précisément pour cette raison-là, à savoir que la concurrence sera rude avec les étudiants juifs, qui sont nombreux, très nombreux par rapport à leur importance dans la population, et qu'il y aura tout simplement une lutte pour les places. En France, en 1939, la moitié des juifs sont des juifs étrangers, et que dans le bilan de la déportation, les juifs étrangers ont payé le tribut le plus lourd. En gros, au moins 2/3 des juifs déportés qui ne sont pas revenus sont des juifs étrangers. Le gros des juifs étrangers sont des juifs polonais, des gens qui sont venus dans les années 20, 30, chassés par la misère, par l'antisémitisme larvé de la Pologne, par l'absence de débouchés économiques, etc. On ne peut pas dire que l'accueil des Israélites français ait été radieux, le moins qu'on puisse dire. Et au fur et à mesure des années, on ne peut pas cacher le fait qu'un certain nombre de juifs français, et surtout dans les couches de la bourgeoisie française, ce qu'on appelle les notables israélites, ont vu d'un mauvais œil cet afflux de juifs de l'Est, ce qu'on appelait les Ostjuden, ces pauvres-là. Je ne parle pas des réfugiés du nazisme, je parle des juifs polonais, qui sont souvent des gens pauvres, qui vivent de bonnetterie, de confection, qui sont artisans, qui sont commerçants, qui sont forains sur les marchés, par exemple, très spécialisés dans le textile en particulier. Ceux-là, on leur a pas réservé le meilleur accueil. Et avec la montée de l'antisémitisme assez nette dans la deuxième moitié des années 30 en France, en témoigne le succès des pamphlets de Céline, il est clair qu'un certain nombre d'Israélites français, bien nés, ce que j'appellerais les notables, ont pensé que les Israélites étrangers, les Juifs étrangers, faisaient monter l'antisémitisme. Et quand les statuts des Juifs tombent en 40 et en 41, il est indéniable qu'on a vu un certain nombre de notables, juifs français ou israélites français comme on voudra, se désolidariser des juifs étrangers et aller jusqu'à dire que leur cause, la cause des juifs étrangers, n'était pas tout à fait la nôtre, celle des israélites français. Le point de ressemblance, c'est que dans les 2 cas de figure, les juifs sont exclus de la citoyenneté, ici allemande, ici française. Bon. Mais sur le fond, le statut des juifs en France est un statut qui est infiniment plus racial, historiquement parlant, que le statut des Juifs, ou en tous les cas que les lois de Nuremberg de septembre 1935. La grande différence, elle est là. Bon.
Ensuite, l'évolution en 41, et puis aussi l'abrogation du décret Crémieux. On oublie toujours les Juifs d'Algérie, il y en avait 80 000 qui faisaient partie de la France de 1939. 80 000, c'est-à-dire pratiquement un cinquième, à peu près un quart en gros de la communauté juive de France installée. Ceux-là aussi ont été touchés par les statuts. Donc la grande différence, elle est que la définition française du juif est davantage raciale, contrairement à ce que l'on pense souvent, que la définition du juif beaucoup plus religieuse du côté allemand en 1935. L'antisémitisme va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ségrègue une population, on est toujours amené à un moment ou à un autre, de fil en aiguille, et pour peu que le contexte s'y prête, et là le contexte, ça sera la guerre mondiale, à en arriver à des mesures de plus en plus violentes. Et c'est pourquoi le statut des Juifs, même s'il n'a pas vocation à imiter le nazisme, les deux statuts des Juifs font partie de l'antisémitisme français traditionnel et vont mener également à des mises à l'écart de plus en plus drastiques et de plus en plus dramatiques. Paxton avait ouvert la voie sur la responsabilité de Vichy dans la persécution des Juifs, c'est-à-dire, et en particulier, non seulement de la responsabilité de Vichy en persécution des Juifs, mais dans le fait que Vichy avait demandé la collaboration, et ce n'était pas forcément l'Allemagne qui, à Montoire, l'avait demandé. Bon, ça c'est indéniable. Au CDJC, au Centre de documentation juive contemporaine, précisément où nous sommes, fondé dans la clandestinité à Grenoble en 1943, à partir de 1945, travaille toute une équipe d'historiens, ignorés de l'université, totalement en dehors du champ académique, et franchement méprisés même par l'université, qui vont travailler dans un silence total pendant une vingtaine d'années. Et parmi eux, il y en a un au moins qui est aujourd'hui connu du public historien, les autres sont plus ou moins tombés dans l'oubli, c'est Léon Poliakov. Léon Poliakov est tout de même l'auteur de la première grande synthèse en langue française sur le génocide, c'est Bréviaire de la haine en 1951. Et ce qui est frappant quand on relit aujourd'hui, c'est toujours réédité, Bréviaire de la haine de Poliakov, c'est qu'on constate qu'à quelques erreurs près, globalement, non seulement l'essentiel du génocide est connu, mais mieux, l'essentiel du génocide est compris. Par exemple, il est l'un des rares historiens très tôt à faire le lien entre le programme T4, la mise à mort des handicapés et des malades mentaux en Allemagne à partir de 1939, et la Shoah. Les Poliakov et quelques autres qui ont travaillé dans le silence, ce sont eux qui ont ouvert la voie à la mise en lumière de la spécificité de la destruction des Juifs d'Europe et entre autres ici des Juifs de France. Les Juifs ont été assassinés dans le silence et j'ajoute même l'indifférence d'une grande partie du monde. Et a fortiori des élites politiques qui étaient informées du massacre généralisé, de ce qu'on nomme pas encore un génocide puisque le terme n'est forgé qu'en 1944. Mais dès le mois d'août 1941, avec les massacres de masse perpétrés par les Einsatzgruppen, les Britanniques savent tout, les Américains dans la foulée, et les Soviétiques davantage, puisque ce sont eux les témoins oculaires. Bon. Et de fait, de 1941 à 1944, en modulant selon les années, les Alliés n'ont pas levé le petit doigt pour venir interrompre la machine de mort. Il est évident qu'en 1941, ils ne le pouvaient pas, ni en 1942. En revanche, en 1944, au printemps 1944, avec l'extermination des Juifs hongrois, ils avaient les moyens techniques de bloquer la machine du meurtre. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient parfaitement informés qu'il ne s'agissait pas d'un pogrom ou d'un massacre supplémentaire dans la lignée des pogroms, par exemple, d'Ukraine ou de Russie des années 1918-1921, mais de quelque chose de spécifique. D'ailleurs, Churchill emploie cette expression extraordinaire le 24 août 1941 à la BBC. Nous sommes en présence d'un crime qui n'a pas de nom. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas lui-même à le nommer, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est en présence d'une horreur hors norme, du jamais vu encore dans l'histoire, du sans précédent. Et je précise quand même que si les Alliés ne perçoivent pas encore la centralité du génocide, en 1945, malgré tout, un certain nombre de contemporains, devant l'ampleur des pertes, l'ampleur du désastre, je parle des mieux informés, des plus politisés, des plus lucides, des plus conscients, des plus engagés, perçoivent qu'il s'est passé là quelque chose d'exceptionnel. Je pense à par exemple, Jacques Maritain, l'intellectuel catholique, qui dès 1944 écrit des choses très fortes à ce sujet, il est en exil à New York. Je pense à Claudel, qui l'écrit dès 1945. Je pense à Marguerite Duras, qui en attendant le retour de son mari, Robert Antelme, de déportation, écrit quelque chose de très fort dans son journal en avril 1945. Elle dit « 6 à 7 millions de morts juifs, on a beau chercher dans l'histoire, on n'a encore rien vu de tel ». Cette légende de gens qui n'ont pas voulu parler, c'est une légende qui est évidemment apaisante, parce que ça permet de se déculpabiliser. C'est une façon de dire, écoutez, ils n'ont pas voulu, ils se sont enfermés dans le silence, ont muré dans le silence, nous aurions bien voulu les écouter, mais ils n'ont pas voulu parler. Alors qu'un certain nombre n'ait pas voulu parler au bout de 2-3 ans, ou même un peu plus tard, c'est vrai, mais pour une raison
assez évidente, c'est qu'en dehors du fait qu'ils n'ont pas vraiment été écoutés et que ça décourage, ce sont des gens jeunes qui vont bâtir une nouvelle vie et qu'on ne peut pas bâtir une nouvelle vie en expliquant à ces enfants qu'on a été traité comme une serpillière, comme un déchet, comme de l'ordure. Donc en un mot, on garde souvent le silence, un, pour se reconstruire soi-même, deux, pour épargner à ses enfants cet épouvantable cauchemar qui a été le leur et celui des leurs qui ont été anéantis. Globalement, les rescapés politiques sont accueillis dans l'honneur, la gloire, les applaudissements. Et les Marseillaises, c'est vrai. Et pourquoi pas les Juifs? En dehors du fait qu'ils sont peu nombreux et qu'ils se noient dans cette masse-là, il y a aussi le fait que ces déportés, comme on les appelle raciaux, d'un terme abominable, ces déportés raciaux constituent une sorte de déportation honteuse. Ils ont été déportés, ils ont souffert le martyre. Pourquoi? Pour un choix volontaire? Un choix de résistance? Un choix de maquisard? Non, pas du tout, pour le simple fait d'être né juif. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux là-dedans? C'est comme s'il y avait, si vous voulez, une déportation honorable et une déportation honteuse. Eux font partie d'une déportation qui n'a pas droit de citer parce qu'elle est d'une certaine façon une déportation honteuse. Et on aurait tort de penser que c'est limité à la France ou limité à l'Europe ou limité aux États-Unis, parce qu'en Israël, au moins jusqu'au procès Eichmann, on aura encore cette vision-là de deux types de victimes de la Shoah. Les victimes honorables et les victimes honteuses. Celles qui sont allées à l'abattoir comme des moutons, pour reprendre la fameuse formule d'un des chefs de la résistance du ghetto de Vilna, et ceux qui ont combattu les armes à la main, par exemple dans le ghetto de Varsovie ou dans tant d'autres ghettos où il y a eu des révoltes. Pompidou est dans la ligne, dans la continuation de la volonté d'oubli qui date de 1944. En fait, c'est depuis De Gaulle que la volonté d'oubli est établie. Par l'ordonnance du 9 août 1944, De Gaulle rétablit la légalité républicaine en disant très clairement que le régime de Vichy est nul et non advenu. Autrement dit, que Vichy, ça n'était pas la France, que la seule France, la vraie France, c'était Londres, la France libre, et que tous les actes de Vichy sont évidemment caducs. Ça, on l'entend bien, mais qu'à un moment donné, que Vichy ait pu être aussi la France légitime et la France légale, on ne peut pas empêcher que cela ait été. Donc, effacer d'un trait de plume par l'ordonnance du 9 août 1944 la réalité des 4 ans de Vichy, c'est effacer également toute la persécution et forcément le rôle de la France dans la persécution qui, comme chacun le sait, est considérable. Donc cette volonté d'oubli et cette idée qu'il fallait, pour que la France retrouve son rang, faire en sorte qu'on oublie les querelles passées et qu'on développe le mythe résistentialiste d'un pays levé comme un seul homme contre l'occupant allemand, ce mythe-là a été très largement favorisé par le général de Gaulle lui-même dans un but d'édification nationale, d'édification politique. De Gaulle est un grand politique, un peu comme Ben Gurion pour le futur État d'Israël. Ce qu'il veut d'abord et avant tout, c'est sauver la nation, refaire l'unité du peuple français au mépris de la vérité historique. Donc le premier, si vous voulez avoir ce chemin-là, bien avant Pompidou, c'est lui. Giscard d'Estaing est l'héritier de cette France-là qui n'a jamais été gaulliste, qui n'a jamais été résistante, quel que soit le passé de Giscard d'Estaing à 18 ans, au moment 1944, à la Libération. Ce n'est pas ça qui est en cause. Il est de cette famille politique-là qui n'a jamais eu d'état d'âme en matière de résistance. Elle n'a pas été résistante. Elle a soutenu le régime de Vichy. Qu'ensuite il ait fait entrer dans le même conseil, le même gouvernement, un Papon, un Simone Veil, la vraie question, ce n'est pas celle de Giscard, c'est celle de Simone Veil. Comment Simone Veil a pu accepter que Maurice Papon siège dans le même gouvernement qu'elle? Comment le mari de Simone Veil a-t-il pu accepter que Bousquet siège au conseil d'administration d'UTA, la compagnie aérienne, durant des années, alors que tout le monde connaissait le rôle de Bousquet, que tous les historiens français avaient travaillé sur le rôle de Vichy, de la milice, des arrestations, de la rafle du Veldiv. Ici même, Joseph Billig et beaucoup d'autres savaient le rôle de Bousquet. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas quelque chose qui a été révélé dans les années 80. C'est quelque chose qu'on sait dès les années 50 en France, pour ceux qui veulent lire, évidemment, des productions encore très confidentielles. Mais enfin, en un mot, la vraie question, c'est peut-être pas forcément à Giscard d'Estaing, pas uniquement en tous les cas à Giscard d'Estaing qu'il faut la poser, mais à beaucoup d'autres protagonistes de cette époque. Le tournant de Chirac peut s'expliquer aussi par le fait qu'il appartient à la première génération qui n'a pas atteint l'âge de raison au moment de la guerre. Il est né en 1932, il a 12 ans à la Libération. Chirac n'est pas directement, biologiquement, physiquement concerné par la tragédie des Juifs de France. Il n'en a pas été partie prenante. Et donc il peut, lui, avec le recul du temps, avoir cette distance, cette sagesse aussi, cette intelligence de considérer que pour, entre guillemets, tourner cette page, parce qu'on ne peut pas réellement tourner cette page, mais en tous les cas pour apaiser
la souffrance des Juifs de France, il faut reconnaître la responsabilité de Vichy. Il ne peut le faire que parce qu'il appartient à une autre génération. Il y a une surmédiatisation en Europe occidentale, en particulier en Amérique du Nord, et il y a un danger. Une surmédiatisation au sens où la Shoah est omniprésente dans l'actualité culturelle, bien en dehors du monde juif. D'ailleurs, c'est une très bonne chose que ce soit en dehors du monde juif, parce qu'une catastrophe humaine comme un génocide, c'est vrai des Arméniens, c'est vrai des Tutsis, c'est vrai des Juifs, c'est une catastrophe qui ne se limite pas à une communauté. Bon. Mais en même temps, cette surmédiatisation provoque un sentiment de saturation et encourage la jalousie mémorielle. C'est-à-dire que dans le monde occidental, on entend de plus en plus dire qu'il n'y en a que pour les Juifs, qu'il n'y a que cette souffrance-là qui est de l'intérêt aux yeux des médias, par exemple. C'est très dangereux parce que dans une société comme la nôtre, qui est basée sur la compassion, qui est basée sur le culte de la victime, et qui est basée profondément sur l'égalitarisme et l'égalité des droits, on a le sentiment que les Juifs tirent la couverture à eux, qu'il n'y en a que pour eux, et que jadis, ils étaient les monopolisateurs de la richesse, de l'argent, des médias, du pouvoir, tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, ils sont les monopolisateurs de la souffrance et des larmes. Bon, dans les deux cas de figure, on est encore dans un schéma qui les stigmatise comme monopolisateurs de quelque chose. Alors, c'est dangereux sur ce plan-là, parce que ça encourage la concurrence des mémoires, dangereuse de surcroît dans des sociétés de plus en plus multiethniques comme les nôtres, où il y a des mémoires concurrentes, des mémoires rivales. Premier point. Deuxième point, c'est dangereux parce que ça finit par créer une religion civile de la Shoah qui finit par oublier complètement la réflexion politique sur l'événement, par édulcorer l'événement, sans le vouloir d'ailleurs à son corps défendant, en religion civile basée sur les droits de l'homme et la tolérance. Or, la Shoah, ce n'est pas une leçon d'éducation civique à la tolérance, aux droits de l'homme et à l'antiracisme. Parce que la Shoah, c'est beaucoup plus complexe que ça. Un génocide, et la Shoah en l'occurrence, pose des questions politiques immenses, et ces questions politiques sont totalement édulcorées, réduites par « plus jamais ça », « aimons-nous les uns les autres », le racisme, c'est le camp du mal, l'antiracisme, c'est le camp du bien. C'est simpliste, pour ne pas dire bêtifiant sur le fond. Parce qu'évidemment, tout le monde est antiraciste et personne ne défendra la moindre thèse raciste. Comme tout le monde est aujourd'hui, ou pratiquement tout le monde, opposé à l'antisémitisme. Il n'empêche, regardez, dans les sociétés mêmes où l'antiracisme est prôné et où l'enseignement de la Shoah est souvent réussi, comme en France, l'antisémitisme se porte bien. Il est même en hausse depuis 10 ans. Il n'y a aucune corrélation entre l'enseignement de la Shoah et la baisse de l'antisémitisme. On le voit en France, on le voit dans les sociétés occidentales en général. Une leçon d'histoire aux jeunes générations, une vraie leçon d'histoire politique, en évitant la sacralisation. Ce n'est pas un sujet sacré, on n'est pas en train de faire un transfert du religieux au profane en créant une nouvelle religion civile autour de la Shoah, avec des monuments commémoratifs, des jours de recueillement, de piété, etc. Il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit d'une catastrophe historique qui est arrivée en un lieu X, en un temps Y, et qu'il faut étudier politiquement pour essayer de savoir comment on en est arrivé là, quels sont les chemins qu'a suivi le crime de masse, qui sont les responsables, quelles ont été les retombées, et comment aujourd'hui non seulement endiguer les vecteurs qui pourraient conduire à d'autres crimes de masse, de même nature ou pas, peu importe, parce que l'histoire ne se répète pas bien sûr et ça ne va pas se répéter de la même façon, mais repérer les aspects qui sont criminels dans notre modernité, dans notre société de masse, faire attention à tout ce qui banalise la tragédie de la Shoah, justement dans la religion civile, qui en fait une tragédie parmi d'autres, et plus vous faites dans la religion civile, plus vous faites dans le dogme, plus vous favorisez la transgression. C'est-à-dire demain des actes provocateurs contre la mémoire de la Shoah qui vont venir de toute une partie d'une jeunesse habitée par le ressentiment ou par la déshérence sociale ou par le fait qu'ils se sentent mal à l'aise tout simplement dans leur peau. Donc en clair, on a tout à perdre à continuer dans le devoir de mémoire, on a tout à gagner à faire une leçon d'histoire politique qui montre les chemins criminels du passé, les aspects criminels de la modernité de masse, et les nouveaux visages d'un antisémitisme génocidaire tel qu'il se profile dans certaines sociétés et qui reprennent mot pour mot la propagande nazie d'hier et qui appellent à l'extermination. Donc, le paradoxe du devoir de mémoire d'aujourd'hui, c'est qu'on a les yeux fixés sur Auschwitz, ou sur la rafle du Veldiv, ou sur les enfants juifs exterminés 1,5 million, sans voir que dans certaines parties du monde, on est en train de préparer le même programme.